Bonjour à tous et bienvenue sur Fiscalite. Alors, si vous arrivez pour la première fois, déjà, je vous souhaite la bienvenue. Et voilà, prenez place, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je me présente rapidement, je suis Ervin Nadège, comptable indépendant fiscaliste, entrepreneur web. Et sur cette chaîne, nous parlons de comptabilité, fiscalité, entrepreneuriat, création des richesses. N'hésitez vraiment pas à nous contacter ou à nous laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Vous allez aussi trouver à la fin de cette vidéo la liste de nos prestations et nos adresses et nos contacts. Donc, c'est avec grand plaisir que je reviens avec cette vidéo aujourd'hui intitulée Bien lire et comprendre les états financiers. Bien lire et comprendre les états financiers. Alors, la lecture et la compréhension des états financiers est très important. Pour ceux qui ne savent pas, quand je parle d'état financier, je parle de bilan, ce que nous appelons dans le jargon populaire bilan. Donc, état financier ou DSF. Voilà. Vous savez, les états financiers sont dressés en fin d'année. Ici, au Cameroun, par exemple, nous dressons l'exercice fiscal va de janvier à décembre. Et au 31 décembre, on arrête les comptes et on dresse les états financiers que nous déposons à l'administration fiscale au trop tard le 15 mars. Mais il y a des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui, après avoir reçu leurs états financiers, ne savent pas les lire et en fait, ne cherchent même pas à le lire et ils le gardent au fond de leur tiroir. Aujourd'hui, pour les abonnés de cette chaîne, nous allons vous apprendre à lire et à comprendre vos états financiers. Maintenant, il y a un bémol. Quand nous parlons de lecture et compréhension des états financiers, nous parlons des états financiers réels. Nous parlons des états financiers qui reflètent la réalité de l'entreprise. Alors, si vous êtes un chef d'entreprise qui traficote les chiffres, vous savez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, vous faites un chiffre d'affaires de 10 millions et vous dites au comptable de déclarer 1 million, je ne sais pas trop combien. Comprenez bien que la lecture de vos états financiers ne va vous amener nulle part. Parce que la lecture des états financiers, justement, c'est pour prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise. Mais si vous traficotez vos états financiers, ça ne sert à rien. C'est peut-être pour ça que plusieurs ne le lisent pas, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait pour ces états financiers. Ils savent que ce n'est pas la réalité, en fait. Donc, ils savent qu'ils ont traficoté les chiffres, ils savent qu'ils ont menti dans les chiffres. Donc, du coup, c'est juste une formalité, juste pour satisfaire l'administration fiscale et basta. Mais non, ici, nous parlons des états financiers réels de votre entreprise, ceux-là qui sont dressés et qui reflètent la réalité et qui vont vous aider à prendre des décisions stratégiques pour la croissance de votre entreprise. Donc, savoir lire les états financiers est plus difficile qu'il en a l'air. Une mauvaise compréhension des états peut causer une prise de décision d'affaires. Faut-il mener une entreprise à la ruine? Donc, si vous lisez mal vos états financiers, vous pouvez prendre des mauvaises décisions qui vont vraiment détruire votre entreprise. Lire les états financiers est une tâche complexe car il ne s'agit pas que d'enregistrer des informations. Heureusement, nous, à Fiscalite, nous sommes en mesure non seulement de rédiger les états financiers, oui, pour ceux qui n'ont pas encore rédigé les états financiers, nous sommes au Cameroun. Pour ceux qui n'ont pas encore rédigé les états financiers, nous sommes en avril, vous êtes en retard, mais vous pouvez toujours déposer vos états, vous pouvez toujours nous contacter pour la rédaction de vos états financiers. Et voilà, il vaut mieux déposer en retard que ne jamais déposer du tout. Donc, nous sommes à mesure, nous, à Fiscalite, de rédiger les états financiers, mais aussi de les interpréter afin que les dirigeants d'entreprise puissent prendre des décisions réfléchies. Parce que c'est ça aussi le but de notre chaîne. Nous voulons que les entreprises croissent. Nous voulons avancer, nous voulons progresser. Voilà. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que les états financiers. Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir les états financiers, les documents essentiels des états financiers. Et nous allons essayer de faire une analyse des états financiers par les ratios. Bon, qu'est-ce que les états financiers? Pour savoir comment les états financiers, il faut d'abord comprendre ce qu'ils représentent.
Les états financiers sont l'ensemble de la documentation relative à la situation financière de l'entreprise. Ces documents concernent les revenus générés et les dépenses, les possessions de l'entreprise et ses dettes, la provenance des fonds et leur utilisation, ainsi que les montants conservés dans l'entreprise. En d'autres termes, il s'agit donc de la totalité des documents liés aux finances de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir comment lire les états financiers? Savoir comment lire les états financiers est crucial pour les chefs d'entreprise. Leur bonne lecture et compréhension permettent de prendre des décisions d'affaires réfléchies, des décisions stratégiques. De plus, ce sont ces états qui sont analysés par les investisseurs pour déterminer s'ils peuvent injecter plus d'argent dans une entreprise ou en retirer. Et aussi, ce n'est pas précisé, mais ce sont aussi les mêmes états qui sont étudiés par les banques. Quand vous partez demander un découvert à la banque, on vous demande votre dossier fiscal, on vous demande de mettre dans votre dossier fiscal vos états financiers. C'est parce qu'ils veulent étudier pour voir si on peut vous accorder, si votre entreprise est fiable, si vous êtes solvable, si vous pouvez rembourser le découvert qu'on vous donne, ou bien si c'est un emprunt que vous voulez faire, si vous pouvez rembourser cet emprunt. Aussi, il y a les entreprises qui travaillent avec, par exemple, je peux prendre peut-être le secteur du BTP. Vous travaillez avec les grandes entreprises. Vous êtes une entreprise qui fait dans le BTP, vous travaillez avec les grandes entreprises. Il arrive qu'on vous demande de renouveler votre dossier fiscal à la fin de chaque année. Et on vous demande dans ce dossier fiscal de joindre vos états financiers. C'est parce qu'ils veulent étudier vos états financiers pour voir si vous êtes capable de gérer les marchés qu'ils vont vous donner. Parce que si une entreprise, par exemple, qui veut vous confier des marchés, se rend compte que vous ne faites que depuis 3 ans, par exemple, vous n'avez fait que des chiffres d'affaires de 500 millions, alors que eux, ils veulent vous confier un marché peut-être que de 50 millions, ils vont pas, même si vous avez les prix abordables, ils ne vont pas vous donner le marché parce que votre structure ne va pas permettre, ils vont voir que, d'après votre DSC, on voit que vos moyens ne vont pas vous permettre de gérer ce genre de chantier, que vous n'êtes pas à mesure de gérer les chantiers de montants élevés. Donc, ils vont vous donner les marchés de 500 000, 1 million, parce que votre chiffre d'affaires, parce que votre chiffre d'affaires, parce que d'après vos états financiers, vous n'avez pas les moyens pour pouvoir assurer un chantier d'une valeur importante. Vous voyez un peu. Ils vont aussi analyser même d'autres éléments. C'est pas seulement donc, ils vont aussi analyser d'autres éléments pour voir si vous avez même le matériel pour travailler. Donc souvent, moi, je vois les entreprises qui subventionnent nos travaux, ils font des listes de matériel. Des listes de matériel, des fausses listes de matériel. Il n'a pas du tout de matériel, mais il fait des listes de matériel. Quand il finit de faire, il joint. Et il joint aussi son bilan. Mais justement, le problème, c'est que le bilan, lui, en crédit, que vous n'avez rien du tout comme matériel. Mais vous avez fait une liste de matériel qui dit que vous avez des voitures, vous avez des machins. Mais quand on part dans le bilan, on se rend compte que vous n'avez rien. Dans le bilan, vous n'avez rien en termes d'immobilisation. Là, on comprend du coup que vous êtes un menteur, que vous mentez. Là, du coup, on a compris, on ne réfléchit pas deux fois, on a compris. Et plusieurs vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on donne les marchés à d'autres, on ne vous donne pas. C'est votre bilan qui vous a trahi. J'ai donné tous les pièges, non, c'est votre bilan qui vous a trahi. Okay. Dans les documents essentiels des états financiers. Avant d'apprendre comment lire les états financiers, il est bon de noter qu'il y a en général 4 documents essentiels pour les états financiers. Bon, quand je dis 4, c'est entre parenthèses. Nous, ici au Cameroun, nous avons 3 documents. Le 4e, je l'ai juste ajouté parce qu'il y a des abonnés de cette chaîne qui sont dans d'autres pays. Par exemple, qui sont en France. Oui. Mais sinon, nous, ici au Cameroun, nous avons 3 documents essentiels. Mais dans d'autres pays, il y a un 4e qui peut s'augmenter. Ça ne veut pas dire que les états financiers sont constitués seulement de 4 documents ou 3. Mais les documents essentiels sont 4 ou 3 selon les pays où vous vous trouvez. Donc, il y a le bilan, il y a le compte de résultats, le compte de pertes et profits, il y a le tableau des flux de trésorerie, il y a l'état des variations des fonds propres. Bon, le bilan.
Le bilan est un tableau de synthèse de base qui donne une image de la situation et la santé financière de l'entreprise pendant une période. Il présente 3 éléments principaux. L'actif, ressources économiques contrôlées par l'entreprise dont elle attend des avantages économiques futurs, ou simplement ce que l'entreprise possède. Donc, quand vous voyez un bilan, sachez que l'actif représente ce que l'entreprise possède. OK. Avant de continuer, je vais ouvrir une DSF. Je vais ouvrir un état financier ou DSF. Je vous ai expliqué, c'était la même chose. Ou DSF. Et je vais montrer les parties, pendant qu'on parle du bilan, en avançant. Vous montrer les parties en avançant pour que, voilà, après, on va passer à autre chose. Déjà, ce bilan, je vais préciser que ce n'est pas le bilan d'un de mes clients. Parce que vous savez, ça, ce sont des documents confidentiels. Donc, j'ai monté un bilan, j'appelle ça, l'entreprise s'appelle Cas Pratique. Bien entendu, mais le numéro d'identifiant, c'est un numéro vraiment que j'ai inventé. Voilà, donc, quand on parle d'actifs, voyez, voici ça. Voici un bilan paysage, clos le 31/12/2022, bilan au 31 décembre 2022. Donc, quand on parle d'actifs, voici l'actif. L'actif commence ici et voilà, ça s'arrête là. Voilà donc l'actif, par exemple, de ce bilan. Tout ce que j'ai sélectionné là, c'est ça qu'on appelle l'actif. Donc, l'actif représente ce que l'entreprise possède. C'est ce que l'entreprise possède, l'actif. Okay. Le passif, obligation de faire ou de payer, qui représente une valeur négative pour l'entreprise ou ce que l'entreprise doit payer. Donc, le passif, lui, quant à lui, le voici. Voici le passif. Voilà ce que je viens de sélectionner là. C'est le passif. Dans le passif, c'est ce que l'entreprise doit payer. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que vraiment, peut-être qu'il part à la banque, il dit que vraiment son entreprise est rentable parce qu'il a dans son bilan, il a le bénéfice. Dès qu'il a le bénéfice, là, il dit que son entreprise est rentable. Et après, il dit aussi que vraiment, il ne doit personne. Ils n'ont pas de dette, vraiment, il ne doit personne parce que vraiment, il ne doit pas, dans son bilan, lui-même, dans son esprit, il ne doit pas les fournisseurs, il ne doit pas les salariés, il a payé ses impôts. Pour lui, c'est bon, il dit qu'il ne doit personne. Non, écoutez bien. Le capital, par exemple, ici, quand on dit que le passif, c'est ce que l'entreprise doit payer. Le capital, qui est au passif, c'est ce que l'entreprise doit aux actionnaires, par exemple. Si c'est une SAR, c'est l'argent des associés, des actionnaires qu'ils ont déposé. Donc, ce n'est pas l'argent de l'entreprise, c'est l'argent des actionnaires. Donc, vous devez cet argent aux actionnaires. S'il y a un bénéfice, le bénéfice appartient aux actionnaires. Un résultat, il appartient aux actionnaires, il n'appartient pas. Donc, c'est un argent que l'entreprise doit payer. Maintenant, s'il y a les dettes fournisseurs, comme par exemple ici, les dettes fiscales et sociales, les autres dettes, voilà, c'est tout ce que l'entreprise doit payer. Donc, il y a d'un côté ce que l'entreprise possède, de l'autre côté ce que l'entreprise doit payer. Les capitaux propres, valeur nette de l'entreprise qui résulte de la différence entre actifs et passifs. Bon, le compte de résultat ou perte de profit, ou compte de perte et profit. Quant à lui, c'est aussi l'état du résultat global. C'est un document comptable qui donne une image de la performance économique de l'entreprise sur une période donnée en termes de gains ou de pertes. Donc, c'est dans le compte de résultat qu'on sait si vous avez fait un bénéfice ou une perte. Il fournit des informations sur ce que l'entreprise a gagné et dépensé, puis indique si elle a réalisé un bénéfice ou une perte durant la période comptable. C'est la différence entre les produits qui sont les opérations qui augmentent les richesses de l'entreprise et les charges qui sont les consommations de ressources qui appauvrissent l'entreprise. Analysé sur plusieurs périodes, le compte de résultat fournit des informations utiles sur la dynamique de l'entreprise et sa capacité à générer du profit, ainsi que sur son positionnement par rapport à ses concurrents. Donc, voici le compte de résultat quant à lui. Ouais, on fait toujours le bilan ou le compte de résultat, on fait toujours, il y a le N-1, il y a N
Bon, c'est pour la comparaison. Donc, on vous dit que le bilan, lui, le compte de résultat, lui, il y a d'un côté euh, le chiffre d'affaires qui représente les produits de l'entreprise et donc la différence entre produit moins charge. Donc, il y a le chiffre d'affaires qui représente le produit et il y a les dépenses qui sont les charges. Donc, voilà, là, c'est ça, là, c'est le chiffre d'affaires. Là, ce sont les charges. Ce sont les charges qui viennent en moins, ce sont les charges. Et là, en gris, vous avez les sortes de caractéristiques de gestion. Ensuite, là, nous avons un résultat net. Là, par exemple, l'entreprise Cap Pratique a fait un résultat de un bénéfice de 585 000. Voilà. Le tableau de flux de trésorerie. Le tableau de flux de trésorerie détaille et explique la variation de la trésorerie au cours de tous les exercices comptables. Il s'agit des entrées et sorties de fonds de l'entreprise pour le paiement des dettes et l'achat des produits dont elle a besoin. Les flux sont classés en 3 catégories. Les flux liés à l'activité opérationnelle de l'entreprise. Ils définissent la variation des liquidités détenues par l'entreprise liées à son activité principale. Les flux liés aux activités d'investissement. Ils représentent l'ensemble des dépenses et revenus associés aux acquisitions et cessions d'immobilisation. Les flux liés aux activités de financement. Ils concernent principalement les augmentations et réductions de capital, le paiement de dividendes aux actionnaires et l'obtention du remboursement d'emprunts financiers. Donc, voici le tableau des flux de trésorerie. Il y a toujours N et N-1. Je vais un peu diminuer ici. Là. Ah, là, on ne lit pas bien. Voilà. Il est là, le tableau des flux de trésorerie. Donc, on dit trésorerie provenant des activités opérationnelles. Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement. Flux de trésorerie provenant des activités de financement. Donc, voilà le tableau de flux de trésorerie. Il y a le N, il y a le N-1. À quoi ça ressemble? Maintenant, les annexes. Je vous ai expliqué qu'il y a un tableau que nous, en OHADA, nous n'avons pas. Contrairement en France, par exemple. Eux, ils ont ça en France. Ils ont l'état des variations des fonds propres en France, mais nous, ici, en OHADA, nous n'avons pas ça. Du moins, au Cameroun, nous n'avons pas ça. Dans les annexes, il y a aussi les annexes qui sont les documents qui font partie des états financiers. Donc, on parle des annexes. Après, le tableau de flux de trésorerie, là, tout ce que vous voyez là, ce sont des annexes. Ce sont des annexes. C'est vraiment beaucoup de pages. C'est beaucoup de pages. Les états financiers, c'est beaucoup de pages. Ouais. Donc, tout ça, vous voyez, tout ça, ce sont les annexes. Bon, aussi parce que ça, c'est le système normal. Dans ce système normal, ici, par exemple, on va voir système normal. Donc, ça, c'est un état financier selon le système normal. Et il y a aussi le système minimal de trésorerie. Et il y a aussi les états financiers des banques, etc. Il y a plusieurs types d'états financiers. Donc, ce n'est pas en fonction de la taille de l'entreprise. Le système peut être normal ou minimal de trésorerie. Aussi en fonction de l'activité, il y a les banques qui ont leur modèle à eux d'état financier. Bon, ici c'est un état financier pour les autres pour les autres entreprises en dehors des banques. Donc il y a les annexes. Ce sont des documents obligatoires ou significatifs destinés à clarifier la lecture du bilan et du compte de résultat. Ils fournissent aussi des informations qualitatives utiles mais absentes des états financiers, notamment les pratiques et standards comptables sur lesquels les états financiers sont établis.
les provisions, les règlements des litiges, les sorties d'immobilisation corporelle, le montant des dividendes proposés ou décidés, etc., ainsi que toute autre information pertinente pouvant impacter l'entreprise. Donc, vous voyez par exemple ici le bilan. Le bilan ici, on va vous dire que autre créance, par exemple, 101 millions, autre créance. En fait, si moi je travaille aux impôts et que je reçois ce bilan, moi je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas pourquoi, d'où viennent les 101 millions. Dans les annexes, on veut nous expliquer d'où viennent les 101 millions. Vous voyez un peu? Parce que ici dans le bilan, ce n'est pas explicite. Il y a seulement un nom là, et il y a seulement autre créance et on voit le montant qui est plaqué là comme ça. Dans les annexes, on a pour expliquer les éléments du bilan parce que le comptable n'est pas avec n'est pas par exemple aux impôts pour expliquer au monsieur qui lit l'état financier pour l'expliquer qu'au moment comme tu vois là ça là c'est telle chose, telle chose. Dans les annexes, vont maintenant l'extrait, il va voir comme ça, il va aller chercher l'annexe qui correspond à autre créance pour voir le détail qui doit vraiment à cette entreprise cas pratique qui lui doit de l'argent. Aucun état financier à lui seul ne donne une image complète de l'entreprise. Ils sont tous liés entre eux. La variation de l'actif et du passif ressortant du bilan correspond aux charges et aux produits figurant au compte de résultat qui déterminent les gains ou les pertes de l'entreprise. Les flux de trésorerie donnent des informations supplémentaires sur les actifs liquides, énumérés au bilan. Par ailleurs, les états financiers constituent une source d'informations très précieuse pour les investisseurs et les bailleurs de fonds pour la prise de décision économique. Donc, quand on parle des états financiers, c'est parce que ça, le bilan, si c'est un état financier, le compte de résultat, c'est un état financier, les tableaux, c'est un état, les annexes, c'est un état financier. Donc, aucun état financier à lui seul ne peut vraiment donner une information claire sur toute l'entreprise. Donc, tous ces états financiers sont liés. Ils sont tous liés. C'est pour ça que on va vous dire DSF ou alors les états financiers. Pas l'état financier, les états financiers. Bon, on va un peu... Bon, là, j'ai dit cas pratique. Exemple de la société, cas pratique, ça. Donc, on va un peu... Et après, ensuite, on va passer à l'analyse financière du bilan par les ratios. Mais avant, on va un peu voir vraiment à quoi ressemblent ces états financiers. Là, c'est la première page. Nous sommes en OADA, donc c'est le système. C'est le Sisquada révisé. Système normal. On a le sommet, la liste de trucs. Là, maintenant, on a la page de GAD. La page de GAD qui nous donne le nom de la société, son numéro de contribuable, son numéro d'identifiant unique. On a les fiches. Dans ces fiches, on a la durée de l'exercice, le numéro de CNPS, le code d'activité, adresse mail, boîte postale, numéro de téléphone, etc. L'activité de l'entreprise, le nom. On a même la liste des banques là qui n'ont pas... Comme c'est un truc inventé, bon, je n'ai même pas mis le nom des banques, mais normalement, il faut mettre les noms des banques avec les numéros de compte. Voilà. Il y a la fiche de renseignements divers qui donne la forme juridique, le régime fiscal, etc. Ensuite, il y a cette fiche aussi d'identifiant et renseignements divers. Le nom du dirigeant, son numéro d'identifiant unique et son adresse. Maintenant, il y a la grille d'analyse des notes. Bon, et on tombe sur notre bilan en forme de paysage. Bon, une reprise que je vais faire. La lecture du bilan dépend
La lecture des états financiers, pardon, dépend de la personne qui est en train de lire, dépend du professionnel qui est en train de lire. Donc, si c'est un agent des impôts qui lit vos états financiers, il n'aura pas la même approche qu'un banquier. Le banquier n'aura pas la même approche qu'un bailleur de fonds. Ils n'auront pas la même approche qu'un investisseur. Et pareil, ils n'auront pas la même approche qu'un chef d'entreprise. Donc, un chef d'entreprise va lire, il a son approche quand il lit. Donc, le monsieur des impôts a son approche pour lire. Parce que lui, quand le monsieur des impôts va lire vos états financiers, ce que lui veut, il veut savoir où vous avez dissimulé un chiffre d'affaires. Il veut savoir où vous n'avez pas payé un impôt. C'est ce que lui cherche en fait. Il cherche comment faire des redressements pour vous faire. Il cherche comment faire il cherche où il y a des manquements pour vous faire des redressements fiscaux pour que vous puissiez payer davantage d'impôts au fisc. Par contre, le chef d'entreprise, lui, quand il va lire, il vient lire pour comprendre son entreprise et prendre des décisions. Par exemple, si moi je suis un chef d'entreprise et que je veux lire, par exemple, ce bilan de monsieur cas pratique, de cas pratique ça, moi je veux me rendre d'abord compte que ici, là, par exemple, en termes d'immobilisation corporelle, vous voyez, il y a le brut, il y a amortissement en net, il n'y a rien. L'année passée même, il n'y avait rien. Donc, ce sont des... Donc, l'immobilisation corporelle est totalement amortie depuis l'année passée. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il faut regarder les autres bilans pour savoir. Mais c'est totalement amorti depuis au moins 2 ans. Au moins 2 ans, l'immobilisation corporelle est totalement amortie. Alors, si c'est une entreprise qui fait dans le BTP, j'en ai un peu parlé au début, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que ça signifie que vous avez des matériels désuets. Vous avez des matériels... Vous n'avez peut-être pas de matériel pour faire des chantiers ou alors ce que vous avez, ce sont des matériels déjà désuets qu'il faut mettre au rebut. Voilà, peut-être vous avez des voitures qui sont déjà, des camions qui sont déjà totalement amortis, peut-être qui sont même déjà, qui ne fonctionnent même plus bien. Donc, une entreprise sérieuse aura des difficultés en lisant ici à vous donner un chantier, à vous donner un marché important. Je me rends compte ici qu'il y a des créances jusqu'à 101 millions de créances. Donc, disons 102 millions de créances. Là, je me rends compte qu'il y a une dette fournisseur de 22 millions, des dettes fiscales et sociales de 12 millions. Alors, la décision que moi je peux prendre en tant que chef d'entreprise, c'est de me battre pour récupérer cette créance. Je me bats pour récupérer cette créance. Je sais que si je récupère cette créance, qu'est-ce que je fais? Je rembourse cette dette d'exploitation fournisseur, cette dette fournisseur, les dettes fiscales et sociales aussi que je rembourse. Ensuite, je viens essayer d'augmenter les immobilisations. Peut-être m'acheter un nouveau camion, une nouvelle bétonnière, ça dépend de l'activité dans laquelle je suis. Tu vois un peu. Donc, voilà une simple analyse, vraiment, d'un chef d'entreprise, comment il peut lire et interpréter un peu son bilan. Bon, là, il y a le compte de résultat. On a vu le résultat ici, 585, etc. Il y a les flux de trésorerie. Ok, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Donc, l'analyse financière du bilan. Donc, la compréhension des états financiers passe par une analyse, pas des analyses financières. Ce sont des financiers qui le font. Donc, ça passe par une analyse financière parce que quand pas d'analyse financière, c'est le calcul des ratios généralement. Le calcul des ratios, parce qu'il y a des ratios qu'on calcule pour pouvoir comprendre, en dehors de l'interprétation que j'ai fait tout à l'heure, parce que vous pouvez faire, même les impôts, ils peuvent faire, quand ils lisent, ils font des interprétations. Vous pouvez lire et faire des interprétations, mais pour comprendre vraiment votre bilan, il faut faire une analyse financière à partir des ratios, enfin vos états financiers. Oh là. Pour comprendre vos états financiers, il faut faire une analyse financière à partir des ratios. Alors,
Analyse financière à partir du bilan, on va dire que sur le plan externe, le bilan permet d'évaluer la santé de votre entreprise, sa situation de trésorerie et enfin à prendre des décisions en matière de prêts et d'investissement. Ainsi, les ratios suivants peuvent être calculés à partir du bilan. Il y a plusieurs ratios. Qui peuvent être calculés à partir du bilan. Les banquiers connaissent tous ces ratios et quand vous partez justement donner votre bilan là-bas, ils calculent tous ces ratios. Donc ici, nous allons parler de quelques ratios juste qu'on peut calculer à partir de votre bilan. Donc, il y a le ratio d'indépendance financière. Il sert à analyser l'équilibre. Il sert à analyser l'équilibre financier de votre entreprise, c'est-à-dire le rapport entre les ressources internes et les ressources externes. La formule du ratio d'indépendance financière, c'est capitaux propres divisé par capitaux permanents. Le ratio de liquidité générale, il mesure la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes. Vous comprenez un peu? Donc, si vous partez donner votre bilan à un banquier, il va chercher à savoir si vous avez la capacité à rembourser vos dettes. Il ne va pas vous poser la question. Il va calculer les ratios selon votre bilan que vous lui avez donné. C'est pourquoi ceux qui traficotent les bilans au quartier, mais attention, traficotent les bilans après, quand vous voulez faire un prêt à la banque, vous courez, vous partez donner juste comme ça. Souvent, c'est comme si vous partez ou même déposez vos retraites à la guillotine parce que vous déposez, parce que vous dites que non, mon bilan, j'ai les bénéfices. Non, c'est pas ça, c'est pas le bénéfice qui compte. C'est pas le bénéfice qui compte. Donc, à court terme, les décédés à court terme, lorsqu'il est supérieur à 1, l'entreprise est considérée comme solvable à court terme. La formule, c'est actif circulant divisé par passif circulant. Le ratio de couverture des emplois stables. Il mesure le taux de couverture des immobilisations par des ressources que l'entreprise possède de manière durable. Il doit être au moins égal à 1. Formule capitaux permanents sur actifs immobilisés. Le ratio de vétusté mesure le degré d'usure de l'appareil productif de l'entreprise. Proche de 100%, l'outil de production est presque neuf. Dans le cas contraire, il est vieillissant. Vous comprenez? Pour vous donner même de l'argent, il faut qu'on sache si votre appareil de production, il est neuf ou il est vieux. S'il est totalement vieux, s'il est vieillissant, qui va vous donner de l'argent? Personne ne vous donnera de l'argent. Parce que vos appareils de production sont vieux. Vous risquez de ne pas rembourser cet argent. Vous risquez de ne pas rembourser. Formule immobilisation corporelle nette sur immobilisation corporelle brute. En dehors de ces quelques ratios, il y a aussi des agrégats d'équilibre de la structure du bilan. Qu'on regarde le fonds de roulement, par exemple, qui représente l'excédent ou l'insuffisance des capitaux permanents sur l'actif mobilisé. Il s'agit des ressources dont l'entreprise dispose hors capitaux propres pour financer son exploitation. Dans la formule, c'est capitaux permanents moins actifs immobilisés. Le besoin en fonds de roulement, donnant une indication sur les besoins financiers de court terme générés par l'exploitation ou les ressources dégagées. Formule créance client plus les stocks moins dettes fournisseurs. La trésorerie nette, c'est l'ensemble des sommes d'argent mobilisables à court terme. La formule fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Donc, il y a plein de ratios calculés. Donc, ça, c'est juste quelques ratios, mais il y a plein de ratios qu'on calcule. Et ce sont ces ratios qui vont dire aux banquiers ce que c'est que qui vont montrer aux banquiers, qui vont dire aux banquiers, ce sont ces ratios qui vont donner aux banquiers un aperçu global et une compréhension claire de votre entreprise. Même si vous avez fait les bénéfices de 10 millions, 20 millions, etc., ça, c'est pas vraiment... Ça, c'est pas vraiment l'essentiel. Dans l'analyse des ratios, l'analyse financière du compte de résultat, pas les ratios. Les différents ratios calculés à partir du compte de résultat sont le ratio d'activité exprimé en pourcentage, exprime la variation du chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Formule chiffre d'affaires hors taxe de l'année N moins chiffre d'affaires hors taxe de l'année N-1 divisé par chiffre d'affaires hors taxe de l'année N-1.
Négatif, il exprime une baisse du chiffre d'affaires qui devra être justifiée. Positif, il indique une progression de l'activité. La progression des résultats effectivement réalisés en conséquence devra également être étudiée. Le taux de rentabilité nette, exprimé en pourcentage, mesure la rentabilité de l'entreprise en fonction de son chiffre d'affaires. Il met en évidence la profitabilité d'une entreprise. Formule résultat net divisé par chiffre d'affaires. Le ratio de taux de marge commerciale, exprimé en pourcentage, est très important pour le chef d'entreprise. Il peut notamment l'utiliser pour fixer ses prix de vente, réaliser ses devis ou calculer son seuil de rentabilité. Le calcul d'un taux de marge commerciale est assez simple en pratique. Le taux de marge commerciale est très important, surtout pour les entreprises qui font dans le commerce. On ne fixe pas un taux de marge par hasard. Je crois que j'ai fait une vidéo sur comment calculer son prix de vente. Et dans le calcul du prix de vente, il y a ce taux de marge qui apparaît. Il faut le calculer. Il faut le calculer. Si vous ne le calculez pas bien, peut-être vous mettez une marge de 20% ou 30%. Vous allez vendre à perte parce que vous avez juste inventé votre taux de marge. Vous allez vendre à perte. Or, il faut le calculer pour avoir un bon taux de marge qui va vous permettre de couvrir toutes vos charges et qui va vous permettre d'agrandir votre entreprise. La formule, donc, c'est marge commerciale divisée par chiffre d'affaires hors taxes. Ce ratio permet de se situer par rapport à ses concurrents. Voilà. Il permet de se situer par rapport à ses concurrents. Une baisse récurrente d'un taux de marge dans le temps doit alerter le chef d'entreprise et le conduire à mettre en place des actions correctives. Le ratio de productivité, exprimé en unité monétaire, mesure la performance du personnel. Il indique le chiffre d'affaires ou tout autre indicateur adéquat, comme la valeur ajoutée ou l'exemple d'expression, par exemple, que produit un salarié. La formule chiffre d'affaires ou valeur ajoutée ou excédent brut d'exploitation sur nombre de salariés. L'intérêt de ce ratio vaut pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Entreprise de services, de production ou de négoce. Il permet de se situer par rapport à ses concurrents. Donc, voilà donc quelques ratios que j'ai sélectionnés pour pouvoir comprendre les états financiers. Donc, vous voyez donc que la compréhension, elle est plus complexe que ce qu'on croit. Elle est plus complexe que ce qu'on croit. C'est quand on calcule tous ces ratios, qu'on a une bonne lecture de votre entreprise. Et c'est en fonction de cette lecture que justement, on prend les décisions. Vous comprenez donc que ceux qui font les bilans traficotés, moi je vais insister sur ça, font les bilans traficotés, les états financiers traficotés, juste pour satisfaire l'administration fiscale, sont dans l'erreur. Vraiment, vous êtes dans l'erreur. Vous passez à côté de quelque chose de grand. Parce que si vos états financiers reflètent la réalité, à partir de là, on peut vous aider à prendre des décisions qui vont vous faire grandir. Mais dans le mensonge, vraiment, on ne prospère pas. Alors, je vais encourager tous les abonnés de cette chaîne Fiscalite de faire des états financiers qui reflètent la réalité de leur entreprise. Vraiment la réalité. Si vous avez fait 100 millions de chiffre d'affaires, déclarez les 100 millions. Ok. Donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci. Et n'oubliez vraiment, merci aussi de nous laisser un gros pouce bleu. Ça nous encourage. Ça nous encourage chaque jour. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.